Alors j'ai assisté ce soir à un concert au conservatoire, justement, rue de Madrid, avec un orchestre du conservatoire, des jeunes. Et il y avait au programme, la, il y avait la 5e symphonie de Beethoven, imaginez, par exemple. Et ça m'a fait réfléchir, effectivement, pour plusieurs raisons. Il y avait aussi un concerto, le fameux concerto d'Alban Berg, à la mémoire d'un ange. Donc cette fameuse dialectique du concerto et de l'orchestre est tout à fait passionnante pour moi. Je me suis demandé comment on passait justement de ce solo à l'orchestre. Et je me suis dit finalement que, en tant que compositeur, moi je me contente modestement de jouer du piano et de siffler. Mais chaque fois que je pense à un moment donné à telle et telle chose que je joue, où je vais essayer quelque chose sur le piano, finalement je me dis, après tout, on peut très bien me dire, voilà, tiens, là je vais faire jouer du hautbois, tiens, là je vais faire jouer de la flûte, tiens, je vais faire jouer du cor, etc. Tout ça, ce sont les tonalités diverses. Et finalement, c'est toute une patte sonore que je travaille. Bon. Que je puisse traduire ce que je joue au piano, que quelqu'un puisse traduire, parce que ce n'est pas mon truc, en utilisant de temps en temps tel et tel instrument, la harpe, le violoncelle, tout ce qu'on veut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est pas tellement mon sujet. La question que je me pose, c'est faut-il écouter aujourd'hui la 5e symphonie de Beethoven, presque 200 ans après qu'elle ait été composée? Alors vous savez que j'ai émis des propos il y a quelque temps selon lesquels le passé est présent dans le présent, c'est ce qu'elle veut dire. Le présent est passé dans le présent. Alors on pourrait interpréter en disant, bah, alors à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller écouter Beethoven. De même, si on considère que Beethoven a une influence sur tel et tel autre compositeur de son époque, je sais pas, Schubert, Schumann, etc., Brahms, pourquoi ne pas écouter Brahms? Et pourquoi revenir à Beethoven? C'est ce qu'on peut appeler le problème de la matricialité, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui est initial, ce qui est constitutif d'un mouvement, d'un genre, a une force particulière qui n'est pas la même que ce qui fait suite à cela. C'est un petit peu comme, oui c'est ça, c'est comme la conception, c'est l'énergie, c'est le sperme, c'est la semence. Et donc par conséquent, c'est la source. Donc il n'est pas mauvais de revenir à la source de quelque chose. Maintenant, cela dit, on peut espérer que depuis Beethoven, si tant est qu'il faille considérer Beethoven comme une source, il y a eu d'autres sources qui se sont présentées dans le domaine musical, pour ne parler que du domaine musical. On peut penser par exemple à Stravinsky, on peut penser à Bartók, je ne sais pas. Et donc par conséquent, c'est une autre ère. Je vais prendre un autre exemple pour me faire comprendre. On peut remonter au latin, à la langue latine, qui a eu une influence considérable. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est substitué au latin. Et c'est la langue française. Depuis 1000 ans, le latin est porté par, est remplacé et prolongé par le français. Un français qui lui-même a évolué, bien entendu.
plus que par toute autre langue latine d'ailleurs. Puisqu'on le voit que c'est le français qui aura marqué si profondément toutes les langues du septentrional, depuis l'Angleterre jusqu'à la Russie. Et par conséquent, il y a une énergie particulière dans la puissance matricielle qu'on ne retrouve pas dans ce qui en a dérivé. Donc, je vais prendre d'autres exemples, un exemple personnel, si vous m'excusez de cela, auquel je me référais il n'y a pas longtemps. Par exemple, moi j'ai été l'initiateur de tout un processus de congrès astrologique. Et pas uniquement d'ailleurs dans le domaine de l'astrologie, mais également dans le domaine du judaïsme, dans les années 90. Mais là, je parle la fin des années 70. Eh bien, ceux qui écoutent, parce que ces instruments existent, mais malheureusement, ils n'ont pas tous été. Mais ceux qui visualisent les congrès que j'ai organisés pendant 40 ans, ils vont trouver une dynamique qui n'est pas la même que chez ceux qui ont imité ce que j'ai fait. Et donc, d'une certaine manière, ceux-là qui ont organisé des colloques sont des colloques qui n'ont rien à voir avec mes colloques, mais qui ont une apparence, qui réfèrent, qui font écho quelque part à ce que j'ai fait. Mais toute personne qui va écouter la teneur de ce qui s'y dit, il trouvera une vitalité qui n'a rien à voir avec celle de mes imitateurs, sinon de mes simulateurs. Je donne cet exemple simplement comme cela. Dans le domaine de ma production musicale, j'ai la faiblesse de croire que mon travail est matriciel. C'est-à-dire qu'il va susciter des émules et des imitateurs, ce qui est toujours un compliment, entre parenthèses. Parce que on n'imite pas n'importe qui. Imiter, ça veut dire être sous l'influence, c'est-à-dire puiser chez quelqu'un. Quelqu'un qui est dans l'imitation lui-même, on n'aura pas envie de l'imiter. Bon. Donc, j'ai la faiblesse de croire que ma façon de travailler le piano, de labourer le piano, est particulière et qu'elle peut inspirer pas mal de monde dans l'avenir. C'est un exemple, hein. Pas en juger dans la véracité de ce que je dis c'est un exemple. Je veux dire par là que il y a une authenticité de l'œuvre matricielle, c'est-à-dire de l'œuvre, on pourrait dire patricielle aussi, si on voulait s'amuser avec ça. L'œuvre qui a généré des exemples, des émules, elle a une qualité qui n'est pas la même que celle de ceux qui ont imité. De la même façon, quelque part, et ça c'est un autre sujet encore, l'interprète d'une œuvre n'a pas la même tonicité que l'œuvre qui est improvisée par quelqu'un. Donc, c'est parce que nous vivons dans un monde où il y a une certaine perte d'authenticité et perte de vitalité qu'il y a des discours plus ou moins fictifs qui circulent sur les égalités, etc. Et en fin de compte, si on élimine toute une série de faux semblants, de fausses apparences, eh bien les choses deviennent beaucoup plus simples et on ne continue pas à dire des banalités et des fausses évidences sur l'égalité. Quand on vit dans la contrefaçon, dans l'imposture, alors là évidemment tous les discours peuvent passer. Donc il y a là un problème important et je voudrais terminer par une forme d'anecdote. C'est-à-dire que nous pouvons, bien entendu, faire semblant. Nous pouvons porter des masques.
qui nous donne une apparence qui n'est pas la vérité. Alors, ça peut aller par exemple des fausses dents aux perruques, ça peut aller de la prothèse à des discours que nous tenons et qui ne sont pas de nous. Ça peut couvrir plusieurs impostures de gravité diverses, où on trompe son monde, comme on dit. C'est le jet qui se part des plumes du pan, dirait La Fontaine. Il est certain qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont tentés par l'imposture. Il y a la grande tentation. Les femmes sont aujourd'hui tentées de croire à certains boniments. Il faut qu'elles résistent à la tentation.